Ils furent 180 000, ces modestes musulmans français qui, de 1956 à 1962, choisirent de servir une cause que leur père avait déjà défendue, celle de leur patrie, la France. Ne se devait-elle pas de les accueillir comme ses propres fils, ces hommes considérés comme traîtres dans leur pays? Et encore aujourd'hui, peut-elle oublier que certains d'entre eux lui ont sacrifié leur vie, abandonnant tout pour la servir? Soit la vie ou la mort. J'ai jamais pensé que l'Algérie soit indépendante. J'ai tout abandonné. On est parti, une main devant, une main derrière. On n'a pas pensé, nous on était Algériens avant. Moi je suis prêt que je suis Algérien depuis que je suis arrivé en France. Arki, c'est une communauté qui naît du sang et de l'exil. Est-ce qu'on est des Français à part entière ou entièrement à part? Arki. Ce mot résonne encore 40 ans plus tard comme une plaie dans la conscience française. Un mélange de honte, d'indifférence, d'ingratitude, de mépris envers ces hommes et leurs familles. Dans un film tourné en 1976 pour les dossiers de l'écran, le sort des Harkis était pour la première fois évoqué, 14 ans après leur arrivée en France. Il avait fallu une série de révoltes dans les camps où de nombreuses familles étaient parquées pour que l'on parle enfin d'eux. Leurs conditions de vie, souvent précaires, variaient pourtant d'un lieu à l'autre. Si certains avaient été placés volontairement en marge de la société, d'autres entamaient une timide intégration dans des hameaux forestiers, grâce à la bonne volonté de quelques municipalités, comme à Saint-Paul-en-Forêt, dans le Var. Si l'implantation de ce hameau il y a 14 ans semble ne pas avoir troublé la vie paisible de ce petit village du Midi, l'action du maire, M. Bagur, rapatrié d'Algérie, y est certainement pour quelque chose. Une vingtaine de communes, m'a-t-on dit, à ce moment, avaient refusé l'installation d'un pareil camp. Il fallait les loger. La municipalité du moment les a accueillis et elle a bien fait. C'est-à-dire que l'école a un rôle important à jouer à Saint-Paul. Je crois que le plus important, c'est de rapprocher tous les enfants, ces enfants, de races différentes. Et de conditions différentes aussi. Et ça, ce n'est pas facile. 28 ans ont passé depuis le tournage de ce film. Le temps a, semble-t-il, fait son office, gommé les différences. Réalité ou illusion? C'est vrai que, comme on dit chez nous, bon, ce sont des gens, même leurs enfants, qui ont encore le cul entre deux chaises. Et ils ne sont pas bien. Certainement. Et ça se comprend. Ils ont décidé pour eux. Ça se comprend. Moi, je suis d'origine italienne. Bon, ils ont connu ça, les Italiens, au début aussi. Mais c'est normal, l'Algérie, bon, qu'est-ce que je vous dise? C'est leur pays. C'est leur pays. Et ça, c'est obligé. Mais c'est obligé, ça. Mais quand on parle d'intégration, c'est ça le problème. Moi, je pense qu'au début, on a peut-être voulu précipiter les choses. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Qu'ils s'habillent comme nous, qu'ils mangent comme nous, qu'ils aient la même religion que nous. Vous voyez ce que je veux dire? Non, on peut vivre tous ensemble, avec nos différences. Et je crois qu'à Saint-Paul, on y est arrivé. Moi, je vais vous dire, au Québec, tu vois, on se connaît depuis plus de 30 ans, moustache, pareil. Mais je suis à l'aise avec eux, je pense qu'ils le sont aussi avec nous, comme avec les gens, beaucoup de gens du village. Oui ou non, Québec? Il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence. Qu'on soit à la chasse, qu'on soit au boule, qu'on soit au sport. Vous voyez ce que je veux dire? On a joué aussi au ballon ensemble. Voilà, bon, je veux dire, mais la religion n'est pas la même. On n'est pas obligé de manger la même chose. Bon, ils ne mangent pas l'aïoli, ils mangent le couscous. Ben, nous, on aime le couscous. L'aïoli, peut-être qu'ils vont s'y mettre. Mais je veux dire par là qu'on peut vivre ensemble. Je crois qu'à Saint-Paul, ça a été réalisé. Il n'y a aucune différence. Voilà, c'est la différence, c'est pour le sanglier. Bon, la région, ça, le sanglier qu'on ne mange pas, ou le vin, il y en a qui ne boivent pas le vin. Autrement, il n'y a aucune, on met la table, c'est la même chose. Pas de problème. Alors moi, je vous dirais que tout ce que j'avais demandé, personnellement, avec toutes mes équipes du conseil municipal, nous avons réussi à l'avoir. Ils ont leur maison, ils ont leur carré musulman au cimetière. Les enfants travaillent, il en manque encore quelques-uns qui ont besoin d'emploi, mais ça, on s'en occupe. Moi, j'ai 13 employés municipaux, dont 3 fils de harkis. On ne peut pas tout faire.
Mais enfin, on fait tout ce qu'on peut. Effectivement, à l'emplacement des anciens baraquements, 6 villas plutôt coquettes ont été construites et vendues aux harkis. Plus tard, quand vous mourrez, vous voudrez être enterré en France ou en Algérie? Oh, plus tard, on a resté ici. Les enfants m'ont dit on a resté ici. Je n'ai pas parti à l'Algérie. Et vous resterez ici jusqu'à la fin de votre vie? Finitif. Définitif. Finitif. Il n'empêche que cet enracinement doit être nuancé, car le poids de leur histoire pèse sur les harkis et leurs familles. Aujourd'hui, ils s'en sortent parce que leurs enfants ont été à l'école, ont étudié, donc on peut les aider. Je vois mes parents, regardez, depuis qu'ils sont en France, ne savent pas bien parler le français. Pourquoi? Parce qu'on leur a pas dit vous allez aller à l'école, on va s'occuper de vous, on va essayer de vous intégrer. On les a parqués, je veux dire, entre eux, entre harkis. Qu'est-ce que ça vous fait? Ben, ça touche, c'est sûr que ça ne peut pas laisser indifférent. Parce que quand je considère que bon, mon père s'est battu pour un pays qui est la France, mais que de toute façon, de la France, il a pas eu grand-chose, on va dire. Il n'a pas eu d'éloge, et de la part des Algériens, il n'en a pas non plus, quoi. Qu'est-ce que vous savez de l'histoire de votre père? On en a entendu tellement, nous les derniers descendants et les derniers jeunes, qu'on ne sait plus qui croire. Lui, mon père, il n'en parle pas. Il n'en parle pas? Il n'en parlera jamais. C'est quelqu'un qui est renfermé. Il n'arriverait pas à... Peut-être plus à vous qu'à moi. Il s'exprimera mieux avec vous qu'avec son fils. C'est trop douloureux? C'est trop douloureux, peut-être. Et il veut pas peut-être nous... Vous impliquer là-dedans? Nous impliquer, ou même nous mettre pas une sorte de... Pas une haine, parce que c'est pas une haine, c'est de l'histoire ancienne. Nous, on l'a pas vécu, ça. Mais, je sais pas, c'est... sa douleur... je vais ressentir, voilà, il ne va peut-être pas que je la ressente comme lui, et ça va peut-être encore, lui, comme vous dites, à la fin de sa retraite, il gamberge, il ne veut pas que son fils derrière gamberge. Il n'empêche qu'aujourd'hui, vous voudriez savoir? Tout savoir, enfin, il y a 40 ans déjà maintenant. Si on aurait pu savoir vraiment l'histoire du départ de cette guerre d'Algérie, ça aurait été peut-être mieux. Parler, ça aurait tout arrangé. Maintenant, tout savoir, oui, j'aimerais tout savoir. Tout savoir. L'ignorance de l'histoire paternelle et plus généralement celle du conflit algérien est souvent à l'origine du mal-être de ces jeunes. Pourtant, quelques harkis, les années passant, abordent aujourd'hui sans trop de réticence les sujets les plus sensibles, comme celui de leur engagement aux côtés de l'armée française. Dans quelles circonstances vous êtes devenu harki? C'est une grande histoire. On m'a massacré ma famille. 9 personnes ont été tuées en une seule nuit. En septembre 60. Pourquoi? Allez savoir pourquoi. Chez nous, il y avait des jalousies. Arriver la guerre d'Algérie, c'était une occasion pour se venger. Vous viviez dans un petit village? Dans un petit village, oui, qui n'était pas loin de Tizi Ouzou. Et le massacre de votre famille, c'est une vengeance personnelle? C'est une vengeance, oui, c'est une vengeance. Et des voisins, et puis c'est une occasion. Ils disent que voilà, ils sont collabos, comme on dit, qu'ils sont avec les Français, ils sont avec, voilà. Et pourtant à l'époque, on n'était pas trop... parce qu'on ne pouvait pas. On ne pouvait pas s'approcher trop de l'armée française, parce que sinon on se fait tuer. Moi j'étais à Alger. Quand je suis rentré, la famille était déjà, les morts ils étaient déjà enterrés et tout. Et cherchaient à me tuer moi aussi. J'étais jeune, 18 ans, 19 ans à l'époque. Et c'est là que j'ai regagné l'armée française, le camp de... Voilà. Vous n'avez pas hésité? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je suis parti de suite. Devenir harki. J'étais obligé. Parce que j'étais sur 2 blocs. Il faut le choisir l'un ou l'autre. Il faut le choisir la vie ou la mort. J'ai choisi le cas d'être vivant, pas mort vivant aussi. Parce que mort vivant, là-bas, c'était une vie très dure entre les 2 blocs.
Entre les deux blocs. D'un seul coup, il y avait le FLN. Vous avez le FLN à côté, et de l'autre côté, c'est la France. Et vous avez choisi la France pour vivre? Moi, j'ai choisi la France pour vivre dans la paix. À l'époque, on ne sait pas que c'est l'Algérie qui prendra l'indépendance après. Dans notre tête à l'époque, c'est l'Algérie, il ne gagnera jamais leur indépendance. C'est ça qui a été dans notre tête. Pour moi, ce n'est pas une guerre. Pour moi, il y avait, pour faire la paix, pour moi, pour établir, c'est-à-dire l'ordre, pour faire la paix, pour protéger le village que j'habite. Pour protéger le village. C'était pas par patriotisme pour la France? Si, c'était. On était français déjà. Pour se protéger. On n'a pas pensé, nous, on était algériens avant. Avant, moi, je suis prêt que je suis algérien depuis que je suis arrivé en France. Avant, en 62, que j'ai pris, c'est-à-dire, nous deux, vous étiez traîtres, vous l'avez trahi votre pays. Ils n'ont jamais cru qu'on a trahi notre pays. On défendait notre pays. Vous étiez français? On était français. On était français. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière. Moi, De Gaulle, j'ouvre la porte de la réconciliation. Le général de Gaulle promettait une Algérie nouvelle dans tous ses discours. Il faut écouter les discours du général de Gaulle jusqu'à fin 60. Je dirais, en ce qui concerne l'engagement des harkis, je me situerai dans une période qui ne va que jusqu'au milieu 60, si vous voulez. Car après, il est évident que la France veut abandonner la partie. Ceci dit, jusqu'au milieu de 1960, on peut croire à l'Algérie nouvelle du général de Gaulle, basée sur une présence de l'armée qui restera pour mettre en place ou aider à mettre en place une Algérie démocratique. On commence à élire des maires, il y aura après les conseillers, les députés, etc. C'est tout un autre système qui est démocratique et qui n'est pas le système du FLN. Croire que le système du FLN s'impose absolument, c'est tout à fait discutable. Et quand on dit, par exemple, que les harkis luttaient contre leurs frères, c'est l'inverse au départ. Mais nous raisonnons comme on raisonne aujourd'hui. L'Algérie est indépendante. Il est évident que les harkis minoritaires, aujourd'hui, tels qu'on les voit, luttaient contre la masse. Mais la masse algérienne est devenue algérienne derrière le FLN à partir de 61. 61, l'échec du putsch, la trêve unilatérale, tout le monde a compris que la France voulait partir, tout le monde a viré derrière le parti qui était en train de gagner, et c'est normal, le FLN. Et un an et demi après, tout le monde était derrière le FLN. Quelles que soient les raisons de leur engagement, les harkis sont devenus très vite un élément clé du dispositif militaire français. Leur connaissance unique du terrain et de la population leur permet d'épauler efficacement les appelés du contingent qui, pour la plupart, ignorent tout de la société algérienne. Vous étiez des bons combattants, les harkis? Ah oui, on sort à cheval, on sort en camion, on sort à pied, on fait des patrouilles sur 3 points. C'était les harkis qui faisaient les traductions? C'était les harkis qui faisaient, oui, qui traduisent, oui. Les interrogatoires? Oui. Vous pensiez qu'elle était gagnée par les Français, la guerre? Ah oui, on a gagné la guerre, parce que la dépendance, c'est le général de Gaulle qui l'a donnée, c'est tout. Autrement, question feu, on l'a gagné. Il y avait 3000 Felagas dans le secteur, et quand on est parti, il restait une dizaine. Ça veut dire que le secteur, il était pacifié? Il était nettoyé, complètement. Le secteur était nettoyé complètement. Le jour où vous avez compris qu'il fallait partir, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ben, on a senti qu'on était trahi par la France.
Le jour que De Gaulle qu'il avait dit l'Algérie algérienne, on est resté cloué. À qui il a donné? 19 mars 1962, 12 heures. Le cessez-le-feu est proclamé. Les combattants du FLN regroupés à la frontière tunisienne exultent. La guerre d'Algérie est terminée. Le sort des harkis bascule. La chose que je reproche aux militaires ou aux autorités de l'époque, ou peut-être au gouvernement, je ne sais pas, c'était de nous désarmer. Dès le cessez-le-feu était déclaré, les harkis étaient désarmés. On vous a dit qu'on vous laissait sur place? C'est-à-dire qu'on ne nous a pas donné le choix. Ils ne nous ont même pas posé la question, soit de venir avec eux, soit de rester. Ils nous ont désarmés et puis débrouillez-vous. Et ils sont partis? Ils sont partis. Et les gens du FLN sont venus tout de suite? Ça a commencé le 5 juillet 62, les arrestations. Mais vous vous doutiez que vous alliez être arrêté? Je m'en doutais, croyant les accords d'Évian, non. Soi-disant, on était couverts par ces accords-là. Vous aviez confiance? Pas trop, mais enfin, oui. Oui et non. Oui et non. Voilà. Quand vous avez vu que la vague d'arrestations commençait, vous n'avez pas essayé de vous cacher? Non, on n'a pas eu le temps. C'était arrivé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de... Et puis on était tous dispersés. Hein. Personne ne peut consoler l'autre, personne ne peut conseiller l'autre, personne. Alors vous êtes tout seul à votre destin, quoi. Voilà. Il y a eu, dans certaines unités, comme on savait que les harkis n'avaient pas envie d'être désarmés, eh bien, on a fait une petite comédie, notamment entre le secteur du Sud, qui était tenu par des marsouins et les chasseurs, et on a fait une revue où, soi-disant, ils donnaient leurs armes et on allait leur en donner d'autres, avec une autre unité qui était arrivée. Et puis, à ce moment-là, coup de sifflet, tout le monde dans les camions, maintenant, débrouillez-vous. Ils sont en situation d'attente isolée et l'armée ne va plus chez eux, car l'armée ne fait plus de manœuvres, etc. Et bien sûr, les policiers du FLN les tiennent à l'écart, leur imposent des endroits, par exemple, leur disent ne vivez pas dans vos maisons, vous irez planter votre haïma comme autrefois et vous l'irez planter à tel endroit. Ils ne vont pas désobéir à leur FLN dès le début, alors que l'armée française les abandonne. Alors, ils sont donc dans les djebels, plus ou moins cachés d'ailleurs, et l'armée française ne peut plus les informer. C'est à ce moment-là, simplement, 11 avril, qu'on dit « Ah ben voilà, ceux qui sont menacés, maintenant, dites-leur qu'ils peuvent venir, vous allez les prendre et vous allez les protéger, vous allez les payer comme ça, les faire vivre en attendant le plan prévu. » Et de toute façon, le rapatriement en France est encore en discussion, note du 11 avril, est encore à l'étude, plus exactement, le terme exact, c'est encore à l'étude. Vous savez ce qu'on leur demandait? De faire un dossier de demande de rapatriement pour des gens totalement illettrés, n'avaient jamais rien écrit de leur vie, donc ils sont là complètement coincés. Qu'est-ce que vous comptez faire? Faut rien. Je suivrai l'armée jusqu'à ce qu'ils me disent de la quitter. Et alors, qu'est-ce que vous ferez à ce moment-là? Ben, je sais pas. Ben, une fois que je serai entre les mains des nouveaux concurrents, ben, je sais pas. Ça, c'est à eux de décider. Est-ce que vous croyez que votre vie serait en danger à ce moment-là? Oh, ma vie. Au désarroi de ces hommes va bientôt s'ajouter la peur, car les règlements de compte commencent. Le ressentiment du FLN est d'autant plus fort que certains supplétifs ont participé au sale boulot de l'armée française. Interrogatoires musclés, corvées de bois et même torture. Un peu partout sur le territoire algérien, des harkis sont massacrés. Devant l'attentisme du gouvernement, certains officiers prennent la décision de rapatrier leurs hommes en France. Ils savent, eux, que le temps presse. Pour mettre fin à ces initiatives qu'ils jugent inopportunes, le ministre des Armées, Pierre Messmer, et celui des Affaires algériennes, Louis Jox, ordonnent le 12 mai de rechercher et de sanctionner les officiers à l'origine de ces rapatriements. Pendant ce temps, la chasse aux harkis se poursuit. Moi, dans mon village où c'est que j'habite, on était 35. On était arrêtés. Je me rappelle, c'était un mercredi. À 3 heures, il m'a appelé. Il m'a dit les mains en l'air, j'ai levé les mains, ils m'ont enlevé la ceinture, les chaussures. C'est là que j'ai compris